Avatar n'a pas d'impact culturel, c'est ce qu'on entend à chaque sortie de film depuis des années maintenant et j'ai envie d'en parler. Majoritairement dans cette vidéo je vais parler de l'impact culturel d'Avatar, ensuite j'aurai une petite partie sur James Cameron et on finit avec quelques théories que j'ai concernant Avatar 4, donc tout à la fin je spoilerai pour ceux qui n'ont pas encore vu le troisième, vous inquiétez pas, mais en attendant il n'y aura aucun spoil. C'est toujours un débat houleux parce que c'est difficile de jauger l'impact culturel d'une œuvre, mais on va essayer, parce que qu'on aime ou pas certaines franchises comme Star Wars, Le Seigneur des Anneaux, Harry Potter, elles ont eu un impact culturel indéniable. Mais pourquoi, concernant Avatar, il y a un débat? Est-ce qu'Avatar devrait être encore plus impactant culturellement, vu sa position dans le box-office, c'est-à-dire premier et troisième de l'histoire, sans compter l'inflation évidemment? Je vous ai d'ailleurs posé la question sur les réseaux, vous étiez majoritaire à dire que oui, Avatar a un impact culturel, mais il faut en débattre et définir ce terme. Le débat concernant l'impact culturel d'Avatar a été lancé en 2014 par Forbes. Comment ça se fait que le numéro 1 au box-office n'ait pas impacté la pop culture? Et le terme pop culture, je pense qu'il est vraiment important. Car en 2014, je pense que j'aurais été assez d'accord. Avatar est sorti au cinéma, mais aussi rapidement sorti de la mémoire des gens. C'était une expérience d'attraction avec la 3D évidemment, qui était le premier gros film de fiction en 3D, une œuvre culturelle marquante pour l'événement, le fait de se déplacer en salle, le voir, ça avait choqué le monde entier en termes de box-office à l'époque. Personne pensait que le film allait aussi bien marcher, et je parle bien des personnes de la vraie vie, parce que nous, on est fans de cinéma, de séries, ce que vous voulez, donc nous, on sait qu'Avatar est impactant, on connaît un peu l'histoire d'Avatar, de James Cameron et tout. Mais c'est vrai qu'en termes de référence cinéma, de discussion, de débat, après sa sortie en 2009, le film a un peu disparu de la mémoire collective et était au point mort jusqu'à la sortie du deuxième, qui a ravivé la flamme du débat concernant Avatar. Il y avait un buzz pendant un moment lors de la sortie, après c'était plus rien. Mais comment ça se fait? Parce que artistiquement et technologiquement, on peut dire ce qu'on veut, mais le film a changé le monde du divertissement, en tout cas le monde du cinéma de blockbuster. Tous les films après étaient en 3D. Bordel, il y avait des Blu-ray 3D, il y avait des télés 3D, il y avait des écrans de PC 3D, il y avait même la même année, je crois, de souvenir, les lunettes 3D de Nvidia. Ils appelaient ça comment? Les Nvidia 3D Vision pour jouer à vos jeux vidéo en 3D. C'était la 3D mania et c'est à cause, entre autres, d'Avatar que tout ça s'est lancé. Il y avait vraiment une course à l'armement pour que tous les films soient en 3D parce que ça rapportait plus d'argent. Vous payez à l'époque 3 € de plus parfois pour des lunettes en 3D pour la séance en 3D, donc ça avait vraiment créé une mode qui est malheureusement un peu disparue, mais rappelez-vous, il y avait littéralement des vieux films convertis en 3D, des ressorties comme Titanic 3D qui avait engendré de mémoire 90 millions au box-office, c'est énorme. Il y avait Star Wars en 3D, je me rappelle la première fois que j'ai vu La Menace Fantôme au cinéma, parce que j'étais trop jeune quand le premier était sorti en 99, c'était en 3D, et je l'ai vu en salle à cette époque-là. Cette 3D mania s'est essoufflée justement car les gens ne voulaient pas filmer en 3D correctement. Lorsque James Cameron il fait des films maintenant, et depuis Avatar, il filme en 3D, c'est-à-dire qu'il a des caméras faites pour la 3D. Lors du tournage, ils font ça. Alors que pour beaucoup de ces films, comme Alice au Pays des Merveilles par exemple, ils faisaient la post-production en 3D. Donc ça perd l'intérêt, c'est moins efficace. Alors c'est pas horrible en général, ça dépend comment c'est fait, mais c'est beaucoup moins bien que si le film est tourné en base en 3D. Mais évidemment, c'est plus cher, c'est plus pénible en termes de tournage, il y a un contrôle qui est différent, parce qu'au moins si tu fais ton film de manière classique, ensuite tu fasses la 3D en post-prod, voilà, il n'y a pas vraiment de contrainte. Sauf que si tu fais ton film pendant le tournage, eh bien tu as une contrainte supplémentaire. La vraie bonne 3D se fait à ce moment-là, sinon c'est compliqué, ça ne plaît pas aux gens, c'est moins impactant, il y a plus ce côté événement, et il y a encore de la 3D aujourd'hui, il y avait Tron Ares qui est en 3D, il y avait le Spider-Man No Way Home qui est en 3D, il y avait plein de séances, je m'en rappelle, il y a un Predator Badlands qui est en 3D, donc il y a encore des séances 3D qui existent. Cependant, vu que les films sont faits en post-prod, ça n'impressionne pas comme Avatar. Il y a plein de gens qui sont sortis d'Avatar 3 et qui se sont rappelés à quel point la 3D peut être bien. Quand je suis allé revoir La Voix de l'eau en 3D, je me suis rappelé à quel point la 3D pouvait être bien. Mais à cause de films comme Le Choc des Titans, malheureusement la 3D n'a pas perduré, justement parce qu'elle était mal faite et les gens n'étaient plus du tout intéressés. Ensuite, il y a la performance capture. On sait tous que ça a changé le monde du divertissement. Tous les personnages en CGI que vous voyez dans le film sont réels. Je veux dire, ce sont des vrais acteurs qui les jouent. C'est pas des voix, c'est pas de la motion capture, c'est de la performance capture. Ça a remis au goût du jour la performance capture parce que, attention, il y avait évidemment Gollum, il y avait Pirates des Caraïbes avec l'antagoniste du 2. Bien sûr que la performance capture n'a pas été inventée par Avatar, mais ça a vraiment repopularisé la performance capture. Ça a recréé un nouveau style de performance capture qui puisse être encore plus fidèle
pour les acteurs, pour l'image, et ça a créé une sorte de make-up, de maquillage numérique. C'est comme ça que James Cameron l'appelle d'ailleurs, et on voit ça réutilisé partout. Hein. Thanos, c'était la performance capture. De toute façon, toutes vos créatures maintenant humanoïdes, c'est un acteur derrière qui les fait en performance capture. La planète des singes, toutes ces choses-là. Donc Avatar, ça a prouvé, en plus de pousser la technologie au bout, que c'était possible d'avoir des créatures en CGI humanisées, avec des acteurs derrière et ressentir le jeu d'acteur. Andy Serkis a mis ça au goût du jour à l'époque, pour le coup. Avatar a boosté ça, et ensuite, il y a tellement de créatures en CGI tout le temps que ça a un peu révolutionné la manière de faire, et tout le monde fait ça. C'était un vrai pilier pour la technologie 3D, la performance capture évidemment, et ça s'est prouvé parce qu'on voit ces technologies mises en avant dans plein d'œuvres. Rappelez-vous, même à la fin de Babylone, de Damien Chazelle, il y a Avatar en tant que prouesse technique. Et ça, c'est important parce que la prouesse technique et technologique, elle pousse aussi l'art et la culture en avant. Star Wars, c'était ça à l'époque. C'est justement parce que Star Wars était une prouesse technologique que ça avait cartonné comme pas possible, et ça avait poussé plein d'industriels et plein d'artistes à aller chercher de nouvelles technologies. Et c'est important, mine de rien. Un autre exemple, la caméra virtuelle. Avant, pour créer des mondes numériques, c'était compliqué. Il fallait les faire en CGI et créer une caméra virtuelle dans le logiciel. Mais depuis Avatar, entre autres, encore une fois, c'est possible d'avoir une caméra qui traverse le monde et filmer en temps réel ce qu'il se passe. Et ça, c'est un énorme game changer parce que tu peux voir ton soundstage, ton entrepôt, prendre ta caméra, tu as déjà numérisé le monde en CGI derrière comme une sorte de jeu vidéo, et tu peux bouger ta caméra comme un chef-op ou un caméraman, et tu vois directement le résultat. Et ça, c'est utilisé constamment aujourd'hui, quoi. C'est devenu la base, le b.a.-ba, dès qu'il y a du CGI, dès qu'il y a des mondes de fiction, quasiment tout le monde fait ça. C'est une révolution de filmer comme ça des univers créés de toutes pièces, de manière numérique et de manière interactive avec des acteurs dedans. Ça a changé le game. Je veux dire, des technologies comme le volume, vous savez, de The Mandalorian par exemple, vient de ces technologies-là. Parce que de volume, quand vous bougez la caméra, le monde derrière bouge aussi. Ça vient de ce genre de truc. Donc c'est vraiment hyper important d'avoir cette interaction qui est fluide et instantanée, ou avec très très peu de latence, pour créer ce lien entre décor et caméra pour le réalisateur, pour les acteurs. Et en fait, c'est quelque chose qui est assez fort, parce que tous les films ont essayé de recopier Pandora par la suite. Sans Avatar, peut-être qu'on n'aurait pas le même Dune, qu'aujourd'hui on n'aurait pas beaucoup de films du MCU. Par exemple, avec leurs univers bleus, full CGI, avec des acteurs dedans. Le Hobbit, évidemment, Peter Jackson s'est inspiré de ça. Après, un peu, Peter Jackson, c'est la boucle qui se crée avec lui et James Cameron, parce que c'est Peter Jackson qui a motivé littéralement Cameron à faire Avatar, parce qu'il a vu Le Seigneur des Anneaux, il a vu King Kong, et James Cameron s'est dit putain, il faut que je fasse Avatar. Et de l'autre côté, Peter Jackson en parle d'ailleurs, quand il a vu Avatar, il s'est dit je sais comment faire le Hobbit, parce qu'il arrivait tard sur le Hobbit en plus, donc il fallait vraiment recréer les choses différemment que lors du Seigneur des Anneaux, ils étaient beaucoup en physique. Là, l'époque avait changé, donc c'était possible de faire plein de choses. Donc oui, clairement, Pandora, l'existence même technologique de Pandora a changé le monde du cinéma. Mais les gens vont me dire, mais ça c'est que de la tech, c'est pas forcément l'impact culturel. Encore une fois, je pense que la technologie est un impact culturel très très fort. Sans même parler du cinéma, l'arrivée d'Internet, des smartphones et tout, ça a changé le monde. Mais si on parle d'impact culturel, encore une fois, regardez Star Wars. Ce qui a attiré les gens à l'époque, c'est la technologie, c'est la nouveauté, c'est ce choc de voir de nouvelles choses. Parce que les gens allaient en salle pour voir un truc qu'ils n'avaient jamais vu auparavant. Et Avatar, les gens n'avaient jamais vu ça auparavant. Mine de rien, Star Wars en 77, ils n'avaient pas vu ça auparavant. C'était une révolution. Et j'ai envie de vous poser une question. Est-ce que Star Wars, sorti en 1977, aurait eu le même impact culturel sans suite? Voilà, prenez le même exemple. Je veux dire, c'est une question théorique évidemment parce qu'on ne saura jamais. Mais s'il y avait l'événement majeur qui était Star Wars à l'époque, qui était le top 1 box-office à l'époque évidemment, s'il n'y avait pas eu de suite pendant 13 ans, imaginez-vous que Star Wars Empire contre-attaque, ou je sais pas, la prélogie, peu importe, sorte en 1990. Comme Avatar 1 et Avatar 2, 13 ans plus tard. Est-ce que Star Wars aurait eu le même impact culturel? On ne saura jamais, c'est évident. Mais Star Wars, dès sa sortie, et vu le succès, et vu les plans de Lucas qui voulait faire dès le début une saga, là où James Cameron, il voulait faire qu'un Avatar à la base. Alors ensuite, ça a changé, il a fait d'autres choses, il s'est dit je vais faire une saga. Mais George Lucas, suite au succès de Star Wars, il a enchaîné littéralement sur des suites. Et c'est pour ça aussi que Star Wars a dominé clairement le zeitgeist culturel pendant 6 ans, de 77 à 83 et un peu les années d'après. Mais si c'était mis en pause pendant des années, est-ce que Star Wars aurait eu un impact culturel? En fait, on ne peut pas savoir. Mais Avatar a été mis en pause pendant des années. Avatar a été mis en pause pendant 6-7 ans avant que Cameron décide de retourner les suites. Le tournage du 2, et du 3 d'ailleurs, parce que c'était filmé en même temps, a commencé en 2017. Donc 8 ans après la sortie du premier, là où un Star Wars, en fait, le tournage s'est fait assez rapidement après la sortie du premier. Donc forcément, il y avait un creux où il n'y avait pas d'actu Avatar, il n'y avait pas de nouvelles choses concernant Avatar, et donc pendant ces 13 ans ou presque, personne n'a parlé d'Avatar. Mais alors pourquoi ?
Il y a plein de gens qui citent le merchandising, plein de gens qui disent que c'est le fait de ne pas avoir assez de jouets vendus, de ne pas avoir des fandoms, vous savez, des conventions, qu'il n'y ait pas des références constantes à Avatar dans la pop culture. Et moi, je pense qu'à titre personnel, je ne pense pas que ce sont des choses qui sont des marqueurs culturels forts. C'est avant tout du marketing et un moyen pour les studios de se faire de l'argent. Par exemple, le merchandising, on le sait tous, ça existe depuis des années, mais en soi, c'est assez récent, le merchandising de films. C'est depuis Star Wars, le retour du Jedi, que ces franchises sont maintenant pensées avec le merchandising en tête. Quand ils font le Seigneur des Anneaux, quand ils font Harry Potter, ils pensent aussi à vendre des jouets, des produits dérivés. Ce qui n'était pas le cas à l'époque, avant le retour du Jedi, et c'est aussi avec cette logique que s'est fait la saga Star Wars par la suite, parce que c'est George Lucas qui est devenu milliardaire grâce aux produits dérivés, parce qu'à l'époque, personne n'y croyait aux produits dérivés. Mais maintenant, c'est un énorme chiffre. La saga Star Wars était rentabilisée suite au rachat de Disney, avant même la sortie du nouveau film, le 7e, parce qu'en termes de produits dérivés, ça vend énormément, et ça fait des milliards, alors peut-être pas chaque année, mais je crois que de 2012 à 2015, ça avait fait 4 milliards, un truc comme ça, juste en produits dérivés Star Wars. À revérifier, mais c'est énorme. Et la saga Star Wars et beaucoup des grosses sagas sont pensées avec le merchandising en tête, ce qui n'était pas le cas d'Avatar. Pour le coup, là où tous les blockbusters, c'est un peu le cas. Et faut pas être naïf, bien sûr que si Avatar voulait vendre des jouets, il le ferait, bien sûr. Il n'y a pas assez de demandes, je pense, pour des jouets Avatar, pour des Lego, pour des jeux vidéo. Mais comme pour Star Wars, c'est Cameron qui possède la licence et son objectif reste avant tout la salle de cinéma. Parce que pour beaucoup de films et de sagas, c'est un studio qui possède l'IP, la propriété intellectuelle. Là, c'est Cameron qui possède Avatar et lui, ce qui l'intéresse avant tout, il le dit plein de fois en interview, c'est pas le merchandising, c'est pas tout ce que vous voulez autour, hein, c'est littéralement la salle de cinéma. Je veux dire, même le générique, il s'en fout. On lui a dit, ok, c'est The Weeknd et Miley Cyrus qui font le générique de fin. Vous savez, la chanson, il n'en a rien à faire pour le coup. Ça m'intéresse quand c'est lié à la technologie. Le jeu vidéo Ubisoft, il était intéressé, c'est sa boîte qui a bossé d'ailleurs aussi, hein, Lightstorm, sur le jeu vidéo, parce que ça le passionne la technologie. C'est un mec qui est passionné de nouvelles choses, de création. D'ailleurs, encore une fois, en termes d'impact culturel, le jeu Avatar est dans le top des ventes Steam. Alors oui, c'est les soldes, mais les gens donnent une nouvelle chance au jeu. En plus, il y a eu des mises à jour, une extension et tout. Donc voilà, il y a des gens qui sont fascinés et qui veulent aller sur Pandora. Même moi, je l'ai acheté le jeu pour vous dire suite à Avatar 3. Et c'est vrai que James Cameron, c'est ça qui l'intéresse, c'est la tech. Les comics, les conventions, tout ça, en fait, il s'en fout aussi. Il autorise, mais c'est pas quelque chose qu'il va mettre en avant, c'est pas quelque chose qui le fascine. C'est souvent des histoires qu'il avait lui écrites qui sont dans le film et il dit ok, bah faites-en un livre, faites-en un comics et puis basta, on passe à autre chose. Mais par contre, lui, ce qui l'intéresse aussi, c'est Pandora. C'est pour ça qu'il donne beaucoup les droits à des parcs pour créer des Pandora World ou des choses comme ça, parce qu'il veut que les gens vivent sur Pandora. Et il faut le savoir aussi, en termes de cachet, bah, il touche énormément d'argent avec ce genre de parc. Donc c'est quelque chose qui est curieux pour lui, c'est vraiment la découverte de Pandora, le côté technologique, et c'est pas le cas de beaucoup de licences. Les licences sont intéressées par le merchandising, les studios Warner, Disney, ils veulent vendre le plus possible quoi que ce soit, ils sont en train de diluer aussi les licences, et bah oui, ça crée des fans, ça crée des communautés, mais fatalement, je pense que l'objectif de James Cameron n'est pas exactement le même. Lui, ce qui l'intéresse, c'est avant tout le box-office, c'est que les gens aillent voir le film. Pour lui, Avatar, c'est les films. Le reste, c'est bonus, c'est sympa, mais c'est les films avant tout. Et ça, j'aime bien, parce que dans un monde où beaucoup de marques comme Disney, Warner, Netflix veulent vendre une expérience, veulent vendre un univers, une licence, et Cameron, il veut vendre des films avant tout. On peut le critiquer sur ce que vous voulez, Cameron, mais lui, il veut vendre des films, et je pense que c'est vraiment intéressant comme attitude dans le monde d'aujourd'hui, parce que c'est un peu la vieille école, mais bon, c'est ce qui fonctionne aussi, on l'a remarqué avec les films Avatar, et je pense qu'il y a plein d'œuvres cultes qui ont un impact culturel majeur, qui n'ont pas de convention de merchandising fort ou de fandom. Interstellar, bon, on va pas dire que ça n'a pas marqué la pop culture, c'est évident. Gladiator, pourtant il n'y a pas 1000 jouets, il n'y a pas 1000 conventions. Psychose de Hitchcock, vous voyez ce que je veux dire? Donc oui, on peut avoir un impact culturel fort sans être en mode fandom de franchise, de licence. Mais je pense que ça risque de changer, même si encore une fois, Cameron, son ambition, c'est mettre des gens devant un grand écran dans une salle de cinéma, et j'adore le fait que Cameron soit un défenseur de la salle de cinéma, parce que lui, Avatar commence et s'arrête ici. Oui, le reste, il y a des suppléments, il y a un univers si vous voulez, mais avant tout, c'est là. C'est le début du film, la fin jusqu'au générique, tous les 3, 4, 5, 6 ans, c'est Avatar et puis basta. C'est ça son obsession à lui, et il veut que les gens tombent amoureux de la salle de cinéma comme à l'époque. Et il est conscient qu'aujourd'hui, c'est compliqué parce qu'il y a une contraction du marché, les gens vont moins au cinéma, mais pour lui, Avatar commence et s'arrête ici, et c'est ça qui est bien. Et concernant les références cinématographiques, je pense que c'est un peu la fin
de manière générale, dans notre monde, dans notre ère postmoderne du cinéma. Les seules choses qui sont référencées en boucle, ce sont les produits culturels des années 80, car les gens qui font les œuvres d'aujourd'hui, c'est des gens qui ont 40-50 ans. Donc leur enfance sera ce qu'ils vont majoritairement référencer. Et je pense que c'est aussi devenu cringe avec l'arrivée des réseaux sociaux, d'internet, de référencer des films, des séries, des bouquins, d'autres films constamment. Les refs restent bien ancrés dans une époque, je pense que c'est les années 80-2000, et c'est lié aux créateurs. Parce qu'un jour, quand les gens qui vont faire des films seront nés dans les années 2000-2010, peut-être qu'ils vont référencer Avatar. Mais je pense que c'est aussi la culture d'aujourd'hui où on fait moins de références qu'à l'époque, où il y a moins ce côté méta, et on est vraiment dans une société, en termes de culture et pop culture postmoderne, qui est un peu différent, qui change un peu les choses, mais tout va varier avec l'âge des créateurs, l'âge des artistes. Peut-être dans quelques années, la nostalgie ne sera pas les années 80 comme avec Stranger Things, mais les années 2000. Ça commence d'ailleurs un petit peu, pour ceux qui l'ont remarqué, mais plus vous êtes jeune, plus vous allez être impacté par E.T., par Amblin, Spielberg et tout. Peut-être dans quelques années, ça sera l'univers de Pandora, de Cameron. En fait, on n'en sait rien pour l'instant, et je pense pas que référencer constamment des œuvres est un marqueur culturel fort, encore une fois. Les gens comparent à Harry Potter, Le Seigneur des Anneaux, mais pour rappel, moi je pense qu'il faut comparer Avatar à Star Wars. Pourquoi ? Car Avatar comme Star Wars est une idée originale. Harry Potter, Le Seigneur des Anneaux, c'était populaire avant les films, pour le coup. Le Seigneur des Anneaux et même Le Hobbit, c'était l'un des livres les plus vendus de l'histoire avant même que les films sortent. Il y avait des films à l'époque en plus, tu vois, c'est même pas la première adaptation du Seigneur des Anneaux ou du Hobbit, mais je pense que c'est pas comparable, parce que d'un côté, t'as un patrimoine culturel fort qui a une centaine d'années avec Le Seigneur des Anneaux, un peu moins, vous m'avez compris, Harry Potter encore moins, mais c'est une adaptation de déjà un énorme best-seller mondial qui a vendu des centaines de millions, voire des milliards pour Harry Potter, la saga d'unité. Je pense pas que c'est comparable. Star Wars, c'est sorti de nulle part. Avatar, c'est sorti de nulle part. Ce sont des produits purement cinématographiques. Là où Star Wars a vraiment dérivé de tous les points de vue, Avatar reste aujourd'hui peut-être la seule licence qui n'existe que au cinéma. Oui, il y a des jeux, des trucs comme ça et tout, mais majoritairement, c'est une expérience cinéma avant tout. Il n'y avait pas de bouquin, ça a été créé pour justement une histoire originale, et c'est très rare d'avoir des histoires originales qui sont uniquement au cinéma, quoi. C'est pour ça que moi, je pense que c'est intéressant de comparer à Star Wars plutôt qu'à des œuvres qui ont déjà eu des adaptations, qui ont déjà eu des bouquins et des choses comme ça. Et si on compare à Star Wars, faut dire les choses, les époques sont plus les mêmes. À l'époque, Star Wars était l'un des seuls contenus majeurs que les gens pouvaient regarder, qui était disponible facilement, entre guillemets, pour les gens, avec la télé et les VHS. Maintenant, en 2025, depuis l'arrivée d'Internet, les gens ont accès à toute la culture de l'histoire du monde en quelques clics. C'est compliqué d'être un mastodonte commercial comme à l'époque. Il n'y a que les licences qui marchent bien aujourd'hui. C'est difficile de créer un événement culturel. Il y a quelques exceptions. Game of Thrones, même si Game of Thrones avait une communauté de fans à l'époque, ça a créé un événement série télé. Mais croyez-moi, des événements comme Game of Thrones, il n'y en aura plus jamais. C'est terminé. Pour moi, Game of Thrones est le dernier gros événement série télé à une échelle mondiale qu'on a connu. Le reste est terminé. Et en termes de cinéma, créer des événements culturels, c'est très très compliqué. Les films originaux, donc pas adaptés de bouquins, encore une fois, il y en a quasiment plus de manière générale. Les blockbusters originaux, ça n'existe quasiment plus non plus. Et ceux qui créent l'événement, alors là, il n'y en a pas, quoi. Enfin, c'est vraiment extrêmement rare. Là où tu peux créer l'événement avec la quantité, comme un Marvel. Alors déjà, Marvel s'adaptait de comics ultra connus avant même les films qui ont le droit à plein d'adaptations. Mais en termes de quantité, ça faisait comme une série télé. Les gens allaient les voir, kiffaient et tout, ça crée un peu un événement. Où tu refais des films comme Star Wars avec la prélogie, ça recrée un événement, c'est une saga hyper culte et tout, tu fais une pause de 20 ans, les gens reviennent voir ces films en salle et tout. Mais en même temps, Star Wars, je dirais qu'ils ont tué leur marqueur culturel. Aujourd'hui, il n'y aura plus de fans de Star Wars. Enfin, il y en aura toujours un petit peu, mais il n'y aura pas de nouveau gosse qui va naître et qui va kiffer Star Wars parce qu'il a vu The Mandalorian. Tu vois, ça n'existe quasiment pas. Avant, il y avait 3 films, c'était facile. Ensuite, il y avait 6 films, c'était facile. Maintenant, il n'y a plus rien parce qu'il y a trop de choses. Et je pense que justement, ça dilue les fans. Et je pense que Star Wars a tué son impact culturel. Il existe encore aujourd'hui, bien sûr, mais ça a complètement dilué sa force, sa marque. Et Avatar, s'ils font des séries, des trucs et tout dérivés constamment, ça le fera aussi. Mais là, pour l'instant, Avatar reste une licence forte, un peu comme James Bond. James Bond, il y a certes 25-26 films, mais c'est sur 60 ans. Donc ça va, il y a eu le temps d'en faire, d'en refaire, de changer et tout. Pour l'instant, Avatar reste solide. Là où Star Wars a complètement, je pense que c'est le terme, dilué son impact culturel malheureusement. Pour le coup, là, on a l'approche d'Avatar qui, avec son 3e film, commence à créer de vrais débats, se crée une vraie communauté et les personnes en parlent. Et même les personnages commencent à marquer. Ils commencent à avoir beaucoup de TikTok, de mèmes, de vidéos YouTube. Pour moi, c'est le début aujourd'hui d'un vrai impact culturel de la franchise, surtout avec le 2. Mais là, on est dans une foulée où on sait que les autres vont sortir. Donc les gens vont parler d'Avatar, au moins là, à chaque sortie, 2-3 ans. Et à chaque fois qu'ils sortent en salle, ils dominent la pop culture mondiale, quoi.
Et ça, c'est rare, quoi. Des films qui font ça, il y en a vraiment très très peu pour le coup. Et je pense vraiment que le troisième a instauré et a vraiment ancré la saga Avatar dans la pop culture pour, peut-être pas toujours, mais pendant des décennies et les décennies à venir. Puis Cameron a lui-même dit, hein, c'est difficile de s'identifier à Avatar car c'est des navis et Pandora n'existe pas. Tu peux acheter une baguette magique, tu peux acheter un sabre laser pour faire, je sais pas, du roleplay de personnage, du cosplay, mais pour Avatar, en fait, c'est impossible. En fait, on peut pas. Tu peux pas faire des cosplays, sauf si tu fais des cosplays hyper compliqués de Navi, maquillage bleu et tout. Et l'identification pour nous, elle est réservée aux méchants. Les seuls gens qu'on peut un peu cosplay, auxquels on peut s'identifier physiquement, en tout cas, avec des outils qu'on pourrait avoir dans notre quotidien, entre guillemets, c'est littéralement les méchants. Alors que Luke Skywalker, c'est le gentil. Tu prends un sabre laser, t'es un Jedi. Harry Potter, c'est un magicien. Tu prends une baguette, c'est bon. Aragorn, tu prends une épée. Ça passe. Avatar, tu peux pas. C'est beaucoup moins facile de marketer Avatar en tant que truc de cosplay, d'identification physique. Par contre, en termes d'identification symbolique, en termes de thématique, là, c'est bel et bien plus fort. Car il y a plein de gens qui parlent, évidemment, du fait qu'on reconnaît aucun personnage d'Avatar. Où est le Voldemort de la saga? J'ai vu Papsan tweeter ça, ou même faire une story, je sais plus ce qu'il a fait. Où est le Obi-Wan? Où est le Aragorn? Je pense premièrement que ça arrive. Voilà, faut le dire les choses. Voldemort, il fallait plusieurs films avant qu'il s'installe. En plus, il y avait des bouquins derrière. Obi-Wan, il fallait plusieurs films. Je pense que Obi-Wan, il a vraiment percé dès l'Empire contre-attaque, dès sa résurrection. Encore plus avec Ewan McGregor, avec la prélogie. Mais je pense que ça arrive. Aragorn, bon, il y a des bouquins, il est culte. Viggo Mortensen, 3 films et tout, bien sûr. Et je pense que vous verrez jamais des costumes de Neytiri, de Jake et tout, encore une fois, ou alors vraiment par des professionnels. Mais vous allez connaître Neytiri, vous allez connaître Jake, Quaritch, peut-être même Varang Ikiri, qui sait par la suite. Mais je pense qu'aujourd'hui, Quaritch, Neytiri et Jake sont extrêmement reconnaissables. Et d'ailleurs, vous ne connaissez peut-être pas les noms des personnages à la limite, ou le grand public, pourquoi pas, mais vous connaissez une chose, les Na'vi. Vous savez ce que c'est un Na'vi, vous reconnaissez, mais parmi 1 milliard de motifs, un Na'vi, quoi. C'est une créature alien aujourd'hui extrêmement reconnaissable, bordel. Et vous reconnaissez évidemment Pandora. Et c'est ce qui intéresse le réalisateur. C'est littéralement les Na'vi et Pandora. Vous allez peut-être pas reconnaître le nom de Took ou de Tonowari ou de Ronald. Bien sûr, ça j'en doute pas. Mais de toute façon, de combien de franchises est-ce que vous connaissez les noms des personnages secondaires? Pas beaucoup pour le coup. Mais vous allez reconnaître un Na'vi. Vous allez reconnaître Pandora sans aucun problème. Tellement d'ailleurs vous dressez, comme nous tous, hein, des parallèles avec notre vrai monde, notre planète. Et c'est le but de Cameron, c'est de dire, ok, Pandora existe. C'est chez nous et on est en train de détruire notre Pandora à nous. Tellement de gens souffrent de Pandora dépression. C'est un vrai truc. Les gens, ils aiment tellement Pandora qu'ils aimeraient y vivre et ils sortent du cinéma et ils se disent putain, j'ai envie que Pandora existe. Mais en fait, Pandora existe. Hein. Encore une fois, c'est notre planète, mais on fait la même chose que les humains. On détruit Pandora et c'est littéralement le but de James Cameron. Et dans quelques années, ou même à partir de maintenant, j'en sais rien, les personnages seront iconiques. Les gens vont se reconnaître dans beaucoup de ces personnages, vont connaître leur nom, et même la musique. Je suis désolé, le thème de James Horner, il est tellement reconnaissable, il fait tellement Pandora, il fait tellement Avatar. Si vous le faites écouter à des gens, ils vont penser à un truc, peut-être pas à Pandora parfaitement, ça va peut-être venir plus tard, mais ça va penser à quelque chose de mystique qu'ils ont déjà entendu, qu'ils ont déjà connu, à voir. Mais je parle du grand public, hein, mais il faudrait faire des blind tests, j'en sais rien. Et je suis désolé, même au-delà des personnages, comment ça se fait qu'à chaque fois, la sortie d'Avatar est le produit culturel du moment, quoi. Comment ça se fait qu'à chaque fois qu'ils sortent un film, tout le monde en parle, ça domine vraiment la pop culture pendant des mois. Le 3 n'a pas tué son inertie. Au contraire, je pense que le 3 a boosté l'inertie que connaissait Avatar. Et comment ça se fait que 2 films sur 3, pour l'instant, ont dépassé 2 milliards au box-office, quoi. Comment ça se fait que c'est la trilogie la plus forte en termes de box-office de l'histoire du cinéma, sans compter l'inflation? Encore une fois, si c'était une fois, allez, le film il fait presque 3 milliards, c'est une fois, pourquoi pas. Mais 2 fois 2 milliards, il y a un moment... Peut-être même 3. En fait, c'est bon, parce que pour une fois qu'on a une valeur quantifiable, on peut dire, regardez, les gens vont en masse voir ce genre de film. Même si Avatar 3 s'arrête à 1,5, 1,6 milliards, c'est une folie. Disons les choses. Faire 3 films d'affilée comme ça qui font 3 milliards, 2 milliards et quelques et 1,6, c'est une folie. C'est un phénomène culturel, surtout dans un marché du cinéma, surtout aux States, hein, qui diminue sa part de cinéma. De moins en moins de gens vont en salle et pourtant ça fait des chiffres de fou. C'est ça qui est fort. En France, ça a fait 2 millions en une semaine. C'est un truc de fou, en 10 jours, un truc comme ça. C'est colossal, c'est énormissime. Les gens se déplacent en masse pour voir du Avatar. Et ça, c'est pas rien. C'est de l'impact culturel. Tous les gens vont voir Avatar, en fait. C'est un événement qui est unique, universel et qui est lié fondamentalement à la salle de cinéma. En fait, les gens, quand ils veulent voir Avatar, ils veulent le voir au cinéma. Et c'est peut-être pour ça que les gens parlent moins d'Avatar, car Avatar, pour eux, c'est une expérience cinéma. Et vu que les expériences cinéma Avatar arrivent toutes les quelques années, les gens, ils n'ont pas envie de voir Avatar à la maison. Parce qu'Avatar, c'est sur le grand écran. Avatar, c'est en 3D, en HFR aujourd'hui, mais Avatar, c'est vraiment une expérience qui se fait pas à la maison.
C'est une expérience unique, rare, que les gens adorent parce que c'est toutes les quelques années et c'est un truc de cinéma. Et des films de cinéma aujourd'hui, il y en a vraiment très très peu. Moi j'ai des amis, ils vont jamais au cinéma. Ils vont peut-être 2, maximum 3 fois par an en salle. Et là, Avatar, ils y vont quoi. Parce qu'ils savent que Avatar, c'est à voir en salle. Cameron, il a créé un truc dans la tête des gens qui est l'exclusivité de la salle de cinéma, de l'expérience. C'est devenu un événement cinéma. Chose qui malheureusement n'existe plus assez. Tout le monde devrait se dire, putain, il y a le film qui sort en ce moment, faut que j'aille en salle. Non, les gens, ils attendent la VOD, le streaming, l'IPTV, j'en sais rien, le piratage. Mais Avatar, les gens se disent, il faut que j'aille en salle. Ils ont raison, et ça c'est fort. Pas tout le monde fait ça, personne fait ça d'ailleurs. Les gens vont peut-être pas connaître le nom de Toruk Makto, d'accord, mais ils y vont. Et c'est ça qui est fort, c'est que c'est universel. Peu importe l'âge, le genre des gens, le pays, les gens vont voir Avatar, bordel. Et ça, c'est extrêmement rare, ça n'existe pas. Donc comment ça se fait que ça crée l'événement à chaque sortie si ça n'a pas d'impact culturel ? Bien sûr que c'est un impact culturel, c'est une évidence. Et c'est même pas une saga entre guillemets masculine comme beaucoup de sagas Marvel, Le Seigneur des Anneaux, Dune. Alors je suis bien conscient qu'il y a des femmes qui vont voir ces films, hein. Attention, je dis pas ça. Mais pour beaucoup de sagas, elles sont quand même très masculines, disons les choses. Et c'est pour moi ça qui est fort, c'est que c'est une saga qui est vraiment universelle et tout le monde va la voir. Et c'est quasiment du jamais vu ce siècle-là. Pour le coup, au 21e siècle, des sagas qui motive autant les gens, ça a impacté la culture mondiale. Et ça, c'est fort quand même. Et puis l'impact social et écologique, je vais pas vous dire que le film il va changer le monde, mais avoir une saga de blockbuster extrêmement populaire qui se base sur l'anti-impérialisme blanc, même si évidemment c'est tout ce qui est les colons américains, européens et tout, et en même temps qui porte un message d'écologie qui résonne avec les gens, c'est fort. Pas beaucoup de sagas font ça non plus. Alors oui, Star Wars, c'était aussi l'anti-impérialisme, hein, je suis bien d'accord avec vous, hein, mais quand tu connais l'implication de Cameron, il est vegan, il est vraiment contre l'autorité américaine, pour vous dire, hein, il avait arrêté de demander sa citoyenneté américaine après la réélection de George Bush. C'est pas rien, le mec est engagé. Il y a des critiques évidentes à faire au film. Le concept de sauveur blanc, encore une fois, déjà trop écoulé ces dernières décennies avec Danse avec les loups, Pocahontas, Le Dernier Samouraï, même si Le Dernier Samouraï, c'est pas exactement une histoire de sauveur blanc, mais peu importe. Il y a plein de peuples indigènes qui utilisent l'imagerie d'Avatar, de Pandora. C'est pas parfait, on est d'accord avec ça. Et il y a des vraies critiques à faire sur l'appropriation culturelle, sur le pillage justement de certains peuples pour se faire de l'argent, du box-office, l'hypocrisie de l'écologie en faisant un projet du marketing qui pollue énormément. J'en suis bien conscient, c'est pas parfait. Mais l'idée du film, du projet culturel, esthétique, artistique, il est là. Il donne d'ailleurs Cameron énormément d'argent à des peuples justement qui souffrent de l'impérialisme, du colonialisme, de Premières Nations, d'aborigènes un peu partout dans le monde. Alors ça n'en relève pas les critiques qu'on peut faire à l'œuvre de manière générale, mais c'est bien d'avoir une histoire aussi populaire, quelque chose d'aussi fort en termes d'imagerie qui parle de sujets sérieux, importants, d'actualité. Cameron le dit en interview, il a dit plein de fois d'ailleurs, il comprend les Palestiniens qui se battent contre les colons israéliens, il comprend les Soudanais, les Ukrainiens, il est conscient de ce qui se passe et il en parle ouvertement. Alors pour nous, c'est un peu compliqué parce qu'en fait, nous sommes les méchants dans Avatar. On se reconnaît beaucoup moins. Notre imagerie, nous, en tant que peuple occidental, nous correspond malheureusement trop bien en termes d'antagonistes. C'est ça qui est problématique, c'est que nous sommes les grands méchants impérialistes blancs. Donc c'est normal qu'on ne veuille pas forcément se reconnaître dans les Sky People d'Avatar et qu'on veuille se reconnaître uniquement dans les Na'vi. Parce que vu qu'on est les méchants, on a envie d'être, vous savez, les petits hippies dans la forêt qui vivent en communion avec la nature. Mais en fait non, la vérité elle n'est pas là. La vérité est que malheureusement, on s'identifie, si on doit être objectif, avec les colons, avec les méchants. Historiquement, culturellement, même encore aujourd'hui, d'ailleurs géopolitiquement, nous sommes les méchants. Et oui, dans les autres œuvres, c'est ça qui est fort, c'est que les humains, en fait, c'est nous. C'est le parcours du héros, c'est les gentils. Là, les humains, c'est les fils de pute. Les humains, ce sont les méchants. Donc forcément, il y a moins cet apport à l'identification par rapport aux humains, et on veut tous être des gentils Na'vi, parce que les humains sont tous méchants, ou presque. Dans l'œuvre, c'est ça qui est intéressant, c'est ça qui est fort, et ça crée une distance peut-être avec des fans, des communautés et tout, parce que Cameron nous dit, nous sommes les enfoirés, nous sommes vraiment les antagonistes, et je pense que ça impacte un peu négativement, entre guillemets, l'impact culturel, et surtout l'identification qu'ont les gens avec ces personnages de manière générale, alors que personne s'identifie à Sauron, Voldemort, Dark Vador, mais vous avez vu, c'est des gens qui sont torturés physiquement, mentalement, ils sont un peu reptiliens, il y en a un, c'est une tour, littéralement, donc c'est facile de pas se reconnaître en eux. Là, les gens qui sont comme nous, ce sont les méchants. Et je pense que c'est hyper intéressant parce que ça nous fait chier d'être en fait le Quaritch de l'histoire. Parce que historiquement, en tant que pays, nous la France, les États-Unis, enfin les Européens de manière générale, nous sommes ces méchants-là. Il y a d'autres peuples qui ont colonisé et tout, je dis pas, attention. Mais nous, en tant que Français, nous sommes historiquement Quaritch.
Nous sommes pas Jake Sully, les Na'vi, tout ça, nous sommes Quaritch. Donc forcément, ça fait un peu du mal de l'accepter et de se le dire, mais c'est la vérité, quoi, pour le coup. Et il y a plein de gens qui vont aussi dire des phrases pour changer un peu de sujet. Quel avatar? Il y a 2 avatars. Désolé de vous le dire tout de suite, hein. Avatar, le dernier maître de l'air, j'ai pas fini encore, mais c'est sympa, c'est très bien. Mais quand on pense à Avatar, aujourd'hui, on pense à James Cameron, on pense aux Na'vi, on pense à Pandora. Alors, je dis pas que les fans du dernier maître de l'air vont pas penser au dernier maître de l'air, hein. Je dis juste que culturellement, lorsqu'on dit Avatar, personne pense au dessin animé. Alors peut-être c'est bien, pas bien, je m'en fous en fait, c'est pas le sujet. Mais je pense qu'aujourd'hui, le terme Avatar fait penser évidemment à la saga de films de James Cameron. Et j'entends toujours les mêmes arguments, vous savez, le grand public ne sait pas citer un personnage, l'histoire c'est la même. Encore une fois, Star Wars, le retour du Jedi, c'est la même histoire que le 4, hein. Pour le coup, vous n'avez pas gueulé. Alors encore une fois, c'est la même histoire que le 4, du même point de vue qu'Avatar 3, la même histoire que le 2. C'est-à-dire que si vous vous arrêtez à quelque chose en surface, en termes d'histoire, si vous vous intéressez pas à ce qui se passe réellement dans le scénario, oui, pour vous, bah, Star Wars 6 et le 4, c'est la même chose. Il y a une étoile noire, faut l'arrêter, puis basta. Bah là, Avatar, c'est pareil, c'est pas la même chose. Mais des gens vont dire que c'est la même chose, mais ils ont tort. Et encore une fois, je suis désolé, je vois personne dire que Dune, c'est Lawrence d'Arabie. Pourtant, c'est vrai, Dune s'inspire tellement de Lawrence d'Arabie que Frank Herbert a écrit l'histoire de Dune en s'inspirant de Lawrence d'Arabie. Et c'est la même histoire que Lawrence d'Arabie. Pourtant, je vois personne bitcher sur Dune et Lawrence d'Arabie, alors que les gens bitchent sur Pocahontas, sur Avatar. Je comprends pas pourquoi, d'un coup, les gens ne permettent pas à Avatar d'avoir cette excuse de c'est la même chose. Là où dans tous les autres blockbusters que les gens kiffent, c'est toujours la même chose. Et pourtant, Avatar se fait défoncer par rapport à ça. Je comprends pas cette haine irrationnelle par rapport à c'est la même chose concernant Avatar et pas les autres œuvres. Ensuite, je sais qu'il y a plein de gens qui me disent qu'on peut pas citer de personnages de films, mais encore une fois, dans Avatar, c'est une licence originale. C'est une licence originale de blockbuster au XXIe siècle. C'est extrêmement compliqué. Alors là, à partir du 2e, 3e film, je pense que les gens vont réussir à citer des personnages, mais la manière de consommer la culture a changé aussi. Je sais même pas si dans Dune, les gens, même les fans de cinéma, hein, peuvent citer les noms des personnages, mis à part Paul Atreides. C'est une vraie question que je me pose pour le coup. Mais bon, on verra ça dans quelques années avec Avatar, évidemment, parce que Dune, il y a eu 2 films, mais il y a aussi des bouquins et des bouquins derrière, hein, pour le coup. C'est pas rien. En plus, il y a des bouquins qui ont vraiment bien vendu. Et je pense que la manière dont la culture a changé, la manière dont nous, on regarde la culture, la manière dont elle nous impacte, je pense que bah, forcément, il y a moins de répliques cultes. Et ça, je l'admets, hein. Mais quand je pense à des films sortis ces dernières années, il y a tellement peu de répliques cultes. En réalité, au XXIe siècle, il y a peu de répliques cultes. Mais vraiment, sur 25 ans de cinéma, il n'y a pas beaucoup de répliques cultes. Alors par contre, je suis d'accord, hein, là où Cameron, il a eu des répliques cultes avec Terminator, Aliens, Titanic, c'est vrai que dans Avatar, il n'y en a pas beaucoup. Et c'est vrai que dans Avatar, ça n'a pas du tout marqué comme ses précédents films. Si on compare à Cameron, c'est une déception. C'est une évidence en termes de répliques cultes qu'on peut répéter. Bien sûr, il y en a peut-être pour les fans, hein, mais moi, comme ça, quand je pense à Avatar, je pense pas à une réplique culte. Il y a des phrases que j'aime bien, qui reviennent et tout, mais je pense pas à une scène. Quand tu penses à Titanic, bah tu penses à une phrase, je suis le roi du monde. Quand tu penses à Terminator, I'll be back. Enfin, il y en a tellement dans la carrière de James Cameron. Aliens, get away from her, you bitch. Enfin, il y en a vraiment beaucoup. Là, Avatar, c'est vrai qu'il n'y a pas ce truc où il y a cette réplique et tout. Est-ce que ça va nier complètement le reste de l'impact culturel d'Avatar juste parce qu'il n'y a pas de réplique culte? Je ne sais pas, moi je ne pense pas personnellement, mais encore une fois, ces 25 dernières années, ou même ces 10-15 dernières années, il n'y a pas beaucoup de répliques cultes tout court. Le monde et la culture a vraiment changé par rapport à ça. Et des gens disent que c'est juste un parc d'attractions, c'est des montagnes russes. Et Star Wars, c'est quoi? Non mais sans déconner, l'Odyssée de Nolan, ça va être quoi? Non mais vraie question, le Seigneur des Anneaux, c'est quoi? C'est du grand spectacle aussi. Et c'est ok, c'est très bien. C'est du divertissement de grand spectacle, pensé pour être du divertissement de grand spectacle, hein. C'est la vérité. Et c'est bien, hein, c'est très très bien, on adore tous ces films, en réalité. Pour moi, dans Avatar, il y a autant de substance que dans un Star Wars, pour le coup. Soyons logiques, soyons un peu honnêtes. Et je compare à Star Wars encore une fois, car c'est une idée originale, son bouquin derrière et tout. Et pour conclure un peu cette partie concernant l'impact culturel, c'est évident qu'il y en a. Surtout depuis la sortie du 2 et maintenant la sortie du 3. C'est quasiment sûr que je n'aurais pas eu le même discours en 2013, je le pense. Mais aujourd'hui, je pense aussi que l'impact culturel d'œuvres se crée sur la durée, avec les différents opus. Je pense que l'époque d'Avatar est arrivée et des enfants vont grandir avec cette saga, comme nous on a grandi avec la prélogie Star Wars, Harry Potter, Le Seigneur des Anneaux. Aussi grâce à la qualité des films, disons les choses, hein, c'est l'une des meilleures trilogies de l'histoire de la science-fiction, c'est une évidence. Ce sont de très bons films, contrairement à Harry Potter, contrairement à certains films Star Wars. Ça va dominer la culture mondiale pendant 1, 2, 3 mois à chaque sortie. Pour le coup, c'est ça qui est fort, hein. Il n'y aura peut-être pas d'Avatar pendant 5 ans, mais dès que ça sortira, tout le monde va en parler. Ce sera un phénomène planétaire encore une fois. Et ça, c'est fou. Le box-office devrait suffire, hein, en réalité, pour confirmer cet élément d'impact culturel. Mais quand on voit à chaque fois l'impact que ça a sur le monde entier, c'est évident
que les gens y vont, que les gens kiffent, que les gens y retournent constamment. Et le score d'Avatar 3 va encore une fois le confirmer. Même si ça fait 1,5 milliard, c'est énormissime, c'est génialissime. Et encore une fois, c'est le paradoxe. Le fait qu'on parle d'impact culturel, le débat qu'il y en ait ou pas, prouve qu'il y en a un. Il y a un impact culturel vu qu'on en parle. Et je pense vraiment qu'Avatar sera dans la mémoire collective des gens pendant des décennies, surtout après la fin de la saga avec le 5e opus. Si la saga se termine, hein, pour le coup, parce qu'il faut voir s'ils vont faire le 4e et 5e. Donc voilà, ça c'est mon avis sur l'impact culturel d'Avatar. J'ai aussi évidemment envie d'avoir le vôtre, mettez-moi ça dans les commentaires. Maintenant j'ai envie de parler un peu de James Cameron. Je pense que, comme beaucoup de personnes, je ressens une frustration concernant Cameron qui ne fait pas d'autres films parce qu'il fait Avatar. Ça fait des années qu'il bosse sur Avatar, il fait que ça, c'est un explorateur, il kiffe sa vie. Mais d'un certain point de vue, je me dis, bah moi j'aime beaucoup même James Cameron. C'est son rêve depuis qu'il est tout petit. Il dessinait le monde de Pandora à l'époque, lors de son adolescence. Il a même évité d'ailleurs des procès à cause de dessins comme ça, parce que les gens voulaient vraiment lui dire que c'était du plagiat, des conneries et tout, mais il avait des dessins qu'il avait fait quand il était gamin, pour le coup. Et d'un point de vue artistique, pour une fois, on a un réalisateur qui peut faire exactement ce qu'il veut, sans se soucier de financement. Pour une fois qu'il a une liberté artistique folle, pourquoi est-ce qu'on serait contre ça? Si le mec veut faire 5 films Avatar, parce que c'est l'un des seuls réalisateurs au monde, avec George Lucas, à avoir créé un univers de toutes pièces, original, rentable, qui fait vraiment kiffer des millions de personnes à travers le monde, lui-même le dit, pourquoi arrêter? Pourquoi empêcher un artiste qui a le droit de tout faire, de faire? C'est le rêve de tout artiste, de pouvoir faire ce qu'il veut, avec de l'argent illimité, de devenir un explorateur, d'explorer les fonds marins, faire ce qu'il veut. Et ça c'est rare, c'est unique même, ça n'existe quasiment pas. Il y a quoi, George Lucas qui pouvait faire ça? C'est tout? Donc faut profiter un peu de ces monstres quand ils sont là, tant qu'ils existent, parce que peut-être il n'y en aura plus jamais des monstres comme ça. Nolan, il peut faire un peu ce qu'il veut. Mais vous voyez, Nolan, il adapte beaucoup. Il y a peu d'idées originales chez Nolan. Et Nolan n'a pas la carrière au box-office de James Cameron, mine de rien. Et Nolan, il fait des adaptations. Son prochain film, c'est une adaptation. Son précédent, c'est une adaptation aussi. Donc c'est toujours un peu intéressant. Je pense qu'il faut profiter de ça. Mais lui-même l'a dit. En fait, il aimerait bien accélérer la production. Il n'a pas envie de se retaper 7 à 8 ans où il bosse sur Avatar. Parce que s'il fait encore ça, il va finir sa carrière d'Avatar à 80 ans. Il a envie de faire autre chose de sa vie. Donc je pense que c'est intéressant et qu'il faut aussi respecter les volontés des artistes, même si je peux comprendre la frustration parce que le mec nous a sorti quand même Terminator, True Lies, Aliens, Abyss, Titanic, et là c'est son 3e film Avatar, il va en faire encore 2 de plus. Donc je comprends les gens qui sont frustrés, lui-même est frustré d'ailleurs, mais bon, pour une fois qu'un artiste fait ce qu'il veut, peut-être il va laisser le 4 et le 5 à quelqu'un d'autre, peut-être il va laisser quelqu'un d'autre réaliser, il va s'occuper d'autres projets, d'autres trucs, on sait pas. On verra bien. Mais en tout cas, en tant qu'artiste, ça fait plaisir d'avoir quelqu'un qui peut faire ce qu'il veut parce que ça n'existe quasiment jamais. Maintenant, j'ai envie de parler un peu d'Avatar 4. Donc, je vais spoiler le 3 en théorie parce que je vais parler de ce que je pense va se passer dans le 4e film. Donc, si vous n'avez pas vu Avatar 3, partez car je vais spoiler dans 3, 2, 1. C'est parti. J'ai envie de parler de juste quelques théories très rapidement pour le coup. Pour moi, Varang est 100% enceinte. C'est une évidence qu'elle est enceinte. Il y aura une ellipse importante avec Quaritch qui voudra élever son enfant, d'après moi, tranquillement dans son coin, mais qui aura aussi envie d'être avec Spider. Du coup, il va essayer de le contacter, voir avec lui, et il y aura vraiment une famille Quaritch et Varang, une famille entre les deux, Quaritch, Jake, Spider, et je pense que thématiquement, c'est logique pour lui, parce qu'il va juste suivre le chemin de Jake, mais chez les méchants. Varang, pour moi, c'est évident aussi qu'elle aura cet enfant, mais elle va pas s'en occuper. Elle voudra se venger de Kiri et voudra se venger de Eywa. Et c'est pour moi la confrontation qui sera la plus importante dans les prochains films, surtout avec Kiri qui sera la narratrice. D'ailleurs, ça sera les non-croyants contre les croyants, encore une fois. Enfin, c'est même pas croyant parce que Eywa existe en réalité. Tu peux pas être athée dans le monde de Pandora parce que Eywa existe physiquement. Loak sera le leader du clan, d'après moi, encore une fois. Alors peut-être Jake sera le leader le temps que Tonowari se remette du décès de Ronald et tout, parce que Tonowari, pour le coup, il a perdu un enfant, sa femme, alors oui, il y a un nouveau-né, mais je sais pas s'il sera encore le leader du clan, s'il sera pas Jake ou quelque chose comme ça. Et Loak sera peut-être le leader de la famille Sully. À voir ce que ça va donner, mais je le verrai bien leader ou pas loin, ou il va peut-être devenir leader à la fin du 5, j'en sais rien. Mais je le verrai déjà avec des enfants, pour le coup. Pour moi, Loak, s'il a des enfants, ça m'étonnerait pas, vu que le principe même du conte, c'est le truc cyclique, vous savez, le père, la famille, la forteresse et tout. Jake et Neytiri, pour moi, c'est évident qu'ils seront en retrait. Ils vont laisser la nouvelle génération se développer avant tout. Donc, j'ai hâte de voir ce que ça va donner aussi par rapport à eux. Mais ils seront beaucoup moins présents, je pense. Et je serais pas étonné que l'un d'eux se sacrifie, surtout Jake, pour X ou Y raison, pour leur famille. Took, c'est évident qu'elle sera bien plus importante. Pour moi, c'est logique, encore une fois. Elle aura quoi, 16 ans dans le prochain film, un truc comme ça. Donc, ça sera son rite initiatique aussi. Kiri sera une sorte de Tsaïk
qui va veiller sur Pandora avec le soutien d'Eiwa, je pense, à voir ce que ça va donner, mais ce sera le personnage le plus important visiblement du 4 et du 5, à voir. Spider, lui, risque, d'après moi, de devenir un peu un méchant, parce qu'il sera toujours un peu tourmenté entre les deux pères qui veulent l'avoir, Quaritch et Jake. Il sera bien plus adulte, pour le coup, mais j'ai peur qu'il soit corrompu par les humains, qu'il devienne méchant, parce qu'il a été accueilli par, évidemment, les Na'vi, mais il y a moyen qu'il soit toujours corrompu, parce que ça reste un humain, il sera jamais à sa place en réalité, même s'il a des capacités de Na'vi aujourd'hui. Je serais pas étonné s'il sombre, à voir comment et pourquoi, mais je vois bien un truc négatif se passer avec lui. Les humains seront, d'après moi, ou très énervés au point de risquer encore plus gros sur Pandora et de vraiment déclencher une guerre massive, une guerre contre Pandora de manière générale, mais ils peuvent pas vraiment détruire Pandora, mais ils vont faire du pire possible hein, pour le coup, ou alors ils seront en retrait pendant quelques années, le temps d'avoir une nouvelle stratégie, de réfléchir, peut-être il y aura même des conflits sur Terre, parce qu'on va voir la Terre, hein, pour le coup dans 4 et 5, c'est confirmé, en tout cas dans le 5, c'est sûr, et même des Na'vi seront peut-être sur Terre, donc à voir ce que ça va donner, mais je pense que les humains vont vouloir juste exterminer les Na'vi et Pandora sans penser à l'espèce humaine, par colère, par haine, à voir ce que ça va donner, surtout que les humains, c'est pas eux qui décident, c'est les entreprises qui décident avant tout, donc je suis très curieux de voir dans quelle direction ça va aller. Bref, voilà, c'était juste quelques théories rapidement. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça, des théories, de l'impact culturel de James Cameron, j'ai envie d'avoir votre avis dans les commentaires. Je pense pour le coup que c'est ma dernière vidéo sur Avatar. Après, il y aura sûrement des discussions Avatar dans les vidéos actualités dans les prochaines semaines par rapport au box-office et tout, mais je pense que c'est bon, j'ai fait suffisamment de contenu sur Avatar, que ce soit sur YouTube, TikTok, Instagram, et je joue encore au jeu d'ailleurs en stream Avatar Frontiers of Pandora, donc on peut en reparler là-bas. Mais bref, je pense qu'Avatar c'est bon sur YouTube me concernant, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Pour ça, vous abonnez à la chaîne pour voir les prochaines vidéos, mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux, maintenant toutes les vidéos sont disponibles en mode podcast aussi, mais vous avez aussi le contenu TikTok, Instagram et Twitch. Moi je vous dis à la prochaine fois, salut à tous.